on va parler de climat en fait. On va parler à la fois du volet atténuation des émissions et adaptation au climat. Et on va voir comment une entreprise peut réussir à gérer ces deux aspects. Donc moi, je suis Maxime Guéguin, conseiller entreprise à la CCI du 44, donc CCI Nantes-Saint-Nazaire, et je suis notamment en charge des sujets carbone et plus généralement de RSE. Et bonjour à toutes et tous, moi je suis Caroline Molic, je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie du Maine-et-Loire sur les sujets de transition écologique avec un vrai focus sur le suivi de l'adaptation qu'on traitera aussi aujourd'hui. Et donc on est accompagné, on a voilà, la joie d'avoir le témoignage en fin de webinaire de Nicolas Masson, qui est responsable approvisionnement et administration des ventes au sein de l'entreprise Absel en Maine-et-Loire. Et d'ici là, son micro sera réactivé. Alors, donc, au programme aujourd'hui, on va regarder en fait justement donc, comment est-ce qu'on peut aborder le double enjeu, atténuer les émissions et adaptation au changement climatique. On aura donc, comme le disait Caroline, le témoignage de Nicolas Masson, société Absel, et puis on terminera par les différents accompagnements en fait, qu'on propose la CCI pour vous accompagner dans ces transitions. Super. Et Le... donc, avant de démarrer, juste, on aimerait un petit peu plus savoir qui vous êtes, savoir voilà, qui on a en face de nous, et puis peut-être pour démarrer, savoir ce qu'évoque pour vous le changement climatique. Donc, il y a une question qui va vous apparaître devant votre écran. Et voilà, et si de façon assez libre, vous voulez nous indiquer par mots-clés, ça va s'apparaître sous forme de nuages de mots. Voilà, comment pour vous se manifeste notamment le changement climatique, quels sont ses effets visibles par exemple, ou ce que ça évoque pour vous. Voilà, les mots arrivent au fur et à mesure. Risque, transition énergétique, adaptation, dérèglement climatique, sobriété sur le sujet de l'adaptation, de l'atténuation, pardon, le sujet d'approvisionnement, d'impact, d'aléas. On voit qu'il y a plein de mots. Si certains veulent continuer, vous pouvez même mettre plusieurs mots, hein, avoir plusieurs réponses. Alors, je ne sais pas ce que c'est VUCA, VUCA. Je ne sais pas si Maxime, toi, ça te parle. Marqué monde VUCA. Montée des eaux, menaces, épisode climatique. Super. Et ben du coup, ce qui nous intéresserait aussi, c'est que vous puissiez nous dire, voilà, avant de démarrer ce webinaire, comment vous évalueriez votre niveau de maturité, votre niveau de connaissance sur ces enjeux-là aussi, pour savoir un petit peu, pareil, hein, le public qui on a en face de nous, est-ce que vous diriez que vous avez un niveau de connaissance plutôt faible, moyen ou fort? Et puis après, on pourra démarrer. Donc on voit qu'on a plus de 60% qui sont plutôt sur du moyen et on a du fort, donc on a plutôt un public déjà averti probablement, ou en tout cas déjà au fait de ce que recouvre l'atténuation et l'adaptation. Super, je vous propose sans plus attendre de démarrer et Maxime, du coup, je te laisse démarrer. Et donc pour ce webinaire, on vous propose en fait on a imaginé en fait une entreprise fictive pour voir un peu comment est-ce qu'elle-même va gérer en fait ces deux volets liés au climat, donc atténuation et adaptation. Donc on imagine en fait faire quelque chose un petit peu concret en fait pour avoir des éléments assez précis. Donc on imagine une entreprise qui s'appellerait Cuvinox, c'est une PME industrielle de 70 salariés qui est basée dans le 44 à Valette et qui est spécialisée dans la fabrication de Cuvinox, un peu comme ce qu'on peut voir sur la droite. Son marché, en fait, c'est 60% à viniculture avec, on va dire, moitié-moitié Pays de la Loire et puis Rhône-Alpes, 30% marché agricole, 70% Pays de la Loire, 30% en Bretagne, et elle a aussi une activité à peu près 10%, en fait, c'est pour l'industrie cosmétique dans toute la France.
Son organisation, c'est principalement un bureau d'études, un atelier de fabrication et un entrepôt logistique. Et donc, cette PME, on imagine qu'elle fonctionne relativement bien, si ce n'est qu'elle va commencer à s'interroger, en fait, parce qu'en février 2026, elle a deux annulations de commandes. Donc, un viticulteur qui lui annonce qu'il est contraint de réduire ses investissements et donc il annule une commande, et une coopérative agricole qui a un mot d'étanchéité de bord de culture. Et puis ils ont également un petit problème interne, c'est que ça fait quelques temps qu'ils ont un dysfonctionnement sur un pont roulant. Donc dans un schéma, on va dire, assez classique dans l'entreprise, elle traiterait en fait ces problèmes, on va dire, un peu au fil de l'eau, en les prenant un par un. Peut-être que ces annulations de commandes ne sont pas si graves, il y en aura d'autres. Et peut-être que ce dysfonctionnement de pont roulant va se résoudre en fait par, je crois, peut-être une maintenance simplement accrue. En tout cas, ils sont pour l'instant dans un schéma assez classique. Et finalement, ils prennent un peu de recul sur cette situation. Et ils vont être amenés à se demander est-ce que, en fait, ce sont des cas vraiment isolés qu'il faut traiter comme tels, ou est-ce qu'il n'y a pas un contexte un peu plus général en fait, qui a amené à ces quelques annulations de commandes et ce problème de fonctionnement. Donc, on va regarder en fait de manière un peu macro l'impact des gaz à effet de serre sur nos organisations. Donc, premier schéma en fait très simple, évolution des températures moyennes à la surface du globe depuis le démarrage de la période industrielle, depuis 1860. Donc, ce qu'on voit, c'est que la température en fait s'est mise à augmenter de manière, j'ai envie de dire, modérée en fait dans les premières dizaines d'années, et ça a commencé à s'accélérer jusqu'à arriver à peu près à aujourd'hui, donc 2026, on est à peu près ici. Et ce qu'on observe, c'est que on est sur une tendance exponentielle et que face à nous, en fait, pour les années à venir, il y a plusieurs scénarios qui se présentent. Donc, il y a le scénario en fait qu'on observe en bas, c'est le bleu foncé gris. Ça, c'est le scénario en fait souhaité par la COP et notamment les accords de Paris sur le climat. L'idée, c'est de réussir à maintenir en fait ce réchauffement global à 1,5, 2 degrés maximum en fait par rapport aux températures pré-industrielles. Et puis dans les différents scénarios, il y a aussi des scénarios où on change absolument rien. Ça, ce sont les courbes rouges saumon qui vont largement vers le haut et qui nous amènent vers des températures en 2100 jusqu'à 6-7 degrés. Et il faut savoir que quand on a ça face à nous, de manière certaine, on va faire face à des risques. Les différents risques qu'on a, si jamais on ne fait rien, ce sont des risques physiques auxquels on aura affaire. Donc, ce sont vraiment les impacts physiques du changement climatique aux opérations de nos entreprises. Et pour prendre quelques exemples qui sont déjà réels, il suffit de regarder l'ensemble des crues en fait, qu'il y a pu y avoir, ne serait-ce que cet hiver, dans la région. On peut même regarder 2025 parce qu'il y a eu à peu près les mêmes événements. Et on pense notamment à Redon où les images étaient assez impressionnantes. Et on peut continuer à regarder dans le passé. À l'inverse, en fait, en 2022, c'est des sécheresses extrêmement fortes auxquelles on a dû faire face, avec notamment en fait, la Loire qui était particulièrement basse. Et voilà, régulièrement, en tout cas, on voit que ces événements, ils sont assez fréquents et notamment, ils sont de plus en plus soudains. Les autres conséquences que ça peut avoir, conséquences réelles, production agricole qui sont aléatoires. Et on a déjà en tête un peu justement le domaine de la avec d'une année sur l'autre, soit du gel, soit des grêles, soit des températures estivales qui arrivent très tôt, qui fait que la production, elle est très très dure à prévoir. Il peut y avoir aussi impossibilité de travailler selon la météo, et il peut y avoir des machines qui deviennent inopérantes, en tout cas qui vont peut-être plus avoir exactement la même précision qu'avant, ou qui vont dysfonctionner légèrement. Donc ça, vraiment, ce sont les risques physiques si on se laisse embarquer vers des températures très importantes. Les deuxièmes risques auxquels on va faire face, ça c'est dans le cas où on arrive à contenir le réchauffement en fait au 1,5 degrés. Ce sont les risques de transition, c'est-à-dire c'est l'ensemble des impacts à la fois financiers et réglementaires qui sont associés à la transition bas carbone. Par exemple, les gouvernements qui décident d'interdire en fait la production de véhicules thermiques à l'échelle européenne,
très impactant en fait pour l'ensemble de la filière automobile. Ça peut être les ZFE, donc les zones à faible émission, une entreprise qui aurait investi dans tel ou tel véhicule thermique, potentiellement ne peut plus l'opérer en fait tel que prévu. Les taxes carbone en fait qui s'étendent à de plus en plus d'industries et de domaines. Ça peut être des impositions de mise aux normes. Et puis même pour parler d'une actualité qui est vraiment très récente, le pétrole cher. Le pétrole cher, soit par une crise, celle qu'on voit actuellement par exemple au Moyen-Orient, on en parle vraiment ces jours-ci dans les médias, soit en fait un renchérissement du pétrole sur les 5, 10, 20 années à venir. Mécaniquement, ça va être amené à arriver. La réalité, en fait, c'est qu'on va se situer quelque part entre ces deux courbes extrêmes, celle du bas ou celle du haut. Et d'ailleurs, le gouvernement annonce des plans d'adaptation qui sont plutôt autour de 4 degrés. Donc, ça veut dire que de manière certaine, en termes de risques pour les entreprises, on doit à la fois faire face à des risques physiques et à des risques de transition. Et ce qu'il faut aussi se dire, ça c'est le verre à moitié plein, il y a aussi des opportunités qui émergent. Pour les entreprises qui vont anticiper au maximum ces risques-là, elles vont réussir à se positionner un peu avant les autres, soit sur des nouveaux marchés, soit sur des partenariats qui sont un peu plus vertueux, etc. Des opportunités qui peuvent émerger. Et pour la suite, je vais te laisser la main, Caroline. Oui, et donc face à ces risques-là, il y a deux leviers d'action, tu peux les mettre tout de suite ensemble, et l'atténuation et l'adaptation. Voilà, pour réduire ce risque climatique, c'est bien deux mesures qui sont à la fois complémentaires et indissociables. On va à la fois pouvoir agir sur l'atténuation, et donc là, c'est comment je réduis mes émissions de gaz à effet de serre. Donc on va vraiment agir sur les causes du phénomène et essayer de réduire le réchauffement. Et puis, le deuxième levier, c'est l'adaptation. Et là, on va plutôt travailler sur gérer les conséquences, en fait, inévitables, et l'impact finalement que le climat peut avoir sur les populations, sur nos activités économiques, sur les bâtiments. On y reviendra plus tard. Et ce sont vraiment deux leviers d'action complémentaires, à la fois parce que, notamment, l'atténuation, ça joue à une échelle mondiale, parce que voilà, réduire les émissions, c'est bien en lien, enfin, voilà, avec des problématiques mondiales, alors que le sujet de l'adaptation se traite au niveau local et national, avec des effets assez immédiats. Quand on décide de revégétaliser une cour d'école, par exemple, ou de désimperméabiliser des sols, les effets sont immédiats, de voir comment ça permet le ruissellement, éviter le ruissellement et au contraire l'infiltration de l'eau à la parcelle, ou voilà, revégétaliser, comment ça amène de la fraîcheur, et ça réduit par exemple les îlots de chaleur urbains. Donc voilà, ce sont vraiment deux leviers qui sont associés et complémentaires, pardon. Et donc si tu enchaînes, Maxime, on le voit aussi au travers du graphique qui va apparaître, sur finalement, voilà, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Est-ce que c'est plutôt de traiter uniquement de l'adaptation, plutôt uniquement de l'atténuation, ou les deux? On voit que en tout état de cause, le premier bâton sur les dommages du changement climatique sans action, donc le coût de l'inaction, finalement, on a des coûts qui sont 2 fois supérieurs à quand, à l'échelle, voilà, d'une entreprise, par exemple, on va traiter soit de l'adaptation, soit de l'atténuation. Donc là, on réduit vraiment les dommages, mais on voit que le dernier bâton, finalement, c'est celui où le coût des dommages est le moins élevé, malgré le fait que, oui, il faut investir dans l'atténuation et dans l'adaptation. Donc le plus efficient économiquement, c'est bien d'agir à la fois sur l'atténuation et l'adaptation. Et donc, on va aborder le volet atténuation de nos émissions. Donc, le point de départ, en fait, pour notre entreprise, là, Qlinox, c'est de réaliser un calcul d'empreinte carbone. L'empreinte carbone, ça va permettre vraiment d'avoir en gros une cartographie de sa dépendance aux énergies fossiles. Et à partir de ce point de départ-là, va pouvoir en fait comprendre en fait les actions qui peuvent être entreprises pour réussir à sortir de cette dépendance. La première étape, quand on fait un calcul d'empreinte carbone, c'est de poser une cartographie des flux. Donc là, une version un petit peu simplifiée, pas tant que ça finalement. Donc si on regarde, il y a tout un volet d'achat.
achat d'acier inox, on imagine du caoutchouc, différents produits chimiques. La liste, elle pourrait être beaucoup plus longue. Mais tous ces achats-là, ils dépendent du fossile d'une certaine façon. Donc, on va regarder les déplacements, notamment des salariés, mais ça peut être aussi des déplacements professionnels, etc. En fonction des entreprises et des métiers, ces déplacements ils peuvent avoir une empreinte relativement forte. Il y a les immobilisations, donc ça c'est vraiment l'ensemble de l'outil de travail, les bâtiments, le mobilier, les machines, ça peut être les véhicules, tout ce qui est parc informatique, etc. Il y a aussi tout le fret qui fait l'interconnexion en fait des différents matériels, etc. Est à prendre en compte. On a également l'ensemble de la sous-traitance. On imagine que Qvinox, elle a également des systèmes électriques qui rentrent en fait dans ces produits. On imagine que c'est sous-traité. On imagine qu'il y a des produits de type plomberie, c'est sous-traité, des traitements de surface qui sont réalisés également par des sous-traitants. Cette sous-traitance-là, elle a aussi une dépendance aux énergies fossiles. Il y a la consommation directe d'énergie par l'entreprise, donc électricité et gaz par exemple. Ça peut être aussi le carburant des véhicules. Et puis les déchets. En fait, dans l'ensemble en fait, de cette organisation, son modèle de production génère également des déchets de l'acier ou de la chimie. Et puis on a également l'utilisation en fait, du produit peut avoir un impact en termes de CO2 ou de consommation de carburant. Et on a également la fin de vie du produit. Donc, nos cuves inox, elles vont peut-être être opérées pendant une trentaine d'années et on imagine qu'au bout de 30 ans, elles doivent partir en fait en fin de vie. Ça a également un impact carbone. Donc, première chose à faire, poser la cartographie des flux pour comprendre l'ensemble en fait du périmètre de ce qu'on doit regarder. La deuxième étape, il s'agit de quantifier ces flux. Donc, imaginons que Qvinox, elle a une trentaine de flux. On va regarder pour chacun de ces flux quelle est la quantité. C'est ce qu'on appelle la donnée d'activité. Par exemple, en termes d'inox, imaginons que l'entreprise achète 150 tonnes d'inox tous les ans. On va prendre cette valeur-là. On la multiplie par un facteur d'émission. Ce facteur d'émission, c'est ni Qvinox, ni nous, par exemple, la CCI définition. C'est basé sur des analyses de cycle de vie. Et donc, ce sont des valeurs qui sont communes, en fait, pour tout le monde. Notamment, nous, on s'appuie sur les données de l'ADEME. Et en fait, la multiplication de cette donnée d'activité et du facteur d'émission nous donne un impact CO2 équivalent pour ce flux-là. Et donc, pour la trentaine de flux identifiés pour Qvinox, on va réussir à générer, à avoir l'ensemble de l'impact CO2 de l'entreprise. Et donc, imaginons, voilà le résultat. Donc, voilà, en fait, l'impact CO2 de Qvinox sur une année d'activité. Son principal impact, c'est probablement les achats, et notamment l'achat d'acier. Ensuite, on va trouver la fin de vie des produits, qui a un impact relativement important, l'ensemble des immobilisations, donc l'ensemble de l'outil industriel de l'entreprise, la sous-traitance, etc. Et donc déjà, en s'appuyant en fait sur cette répartition de l'impact, ça permet de comprendre où est-ce qu'il faut, quelles sont les actions qu'il faut réussir à prioriser. Et les actions, ça fait pleinement partie d'un calcul d'empreinte carbone. On ne crée pas en fait de calcul d'empreinte carbone pour le simple fait d'avoir cette vision-là. Il faut vraiment réussir derrière à s'engager en fait sur des actions. Donc on imagine que pour réussir à réduire en fait sa dépendance aux énergies fossiles du côté achat, on imagine en fait que Qvinox met en place une politique d'approvisionnement moins carbonée, fait peut-être des investissements en R&D pour réussir à revoir un petit peu ses produits et à réduire en fait ses quantités d'achat. On imagine aussi que pour avoir un impact pour le coup sur différents aspects, en l'occurrence achat, fret, utilisation, fin de vie, et il y en a sûrement d'autres, elle peut très bien engager aussi une démarche d'éco-conception des produits. L'intérêt de la démarche d'éco-conception des produits, c'est qu'on va vraiment réussir à regarder de manière relativement systémique est-ce qu'il vaut mieux revoir sa conception en réduisant peut-être, je ne sais pas, l'épaisseur des Qvinox, quitte à avoir un revêtement annexe ou pas. On regarde vraiment l'ensemble des impacts pour réussir à trouver le meilleur compromis possible et réussir à réduire l'impact global. Donc cette mesure-là, elle permettra en l'occurrence d'aller taper dans les 4 principaux
indicateur en fait d'émission de l'entreprise. On imagine qu'elle va engager également des actions sur son fret, réduire ses chaînes logistiques, peut-être s'approvisionner davantage en local, peut-être choisir des transporteurs qui sont davantage engagés sur du bas carbone. Déplacement, le sujet il peut paraître un peu anecdotique dans notre exemple, il ne fait que 5%, mais c'est une bonne façon en fait, d'engager l'ensemble de l'entreprise sur une démarche bas carbone. Donc ça peut être mobilité douce pour les salariés, et également une charge de déplacement pour les déplacements professionnels. Et puis, dernier aspect sur lequel on reviendra plus tard, peut-être revoir aussi ces marchés cibles, se donner une vision à 10 ans et voir en fait commercialement où est-ce qu'on doit mettre ses priorités de développement. Donc ça, c'est le cas Cubinox. Si on regarde de manière un peu plus macro, quels sont les différents leviers d'action qu'on peut trouver dans toutes les organisations, et bien, la première chose à faire en général, c'est de commencer par faire ce calcul d'empreinte carbone, donc mesurer les émissions de GES pour avoir cette première cartographie. Ensuite, on peut définir une stratégie bas carbone pour aller au fil des années à venir vers un modèle le plus décarboné possible. On va former aussi les équipes dirigeantes, sensibiliser les salariés pour éventuellement créer un projet d'entreprise commun. Si on regarde les leviers internes qu'on peut trouver dans la plupart des organisations, c'est d'aller vers la sobriété ou l'efficacité énergétique. Ça peut être de faire la substitution d'énergie fossile par du renouvelable. Ça peut être de récupérer de l'énergie perdue. Par exemple, un procédé qui émettrait beaucoup de chaleur, on peut envisager de récupérer cette chaleur pour chauffer les bâtiments ou autres, ou d'aller vers des solutions d'énergie qui sont davantage bas carbone. Et levier très important, c'est l'ensemble du levier amont et aval. C'est ce qu'on appelle finalement le scope 3, c'est vraiment tout ce qui est entrant dans l'entreprise et globalement tout ce qui en sort au-delà du simple périmètre de l'entreprise et de ses locaux. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est dépendant de la chaîne de valeur et du cycle de vie des produits. Donc là-dessus, à nouveau, éco-conception de ces produits ou de ces services, c'est particulièrement pertinent. Avoir une logistique durable, avoir une politique en fait, d'approvisionnement durable, éventuellement sélectionner des fournisseurs selon leur propre empreinte carbone, s'ils sont engagés dans ces démarches-là. Ça peut être une incitation de la mobilité douce, j'en ai parlé, du numérique responsable, pour revoir ces marchés cibles. Et si je reviens à Cubinox sur sa démarche, donc elle a défini un plan d'action. L'objectif qu'elle se donne, il n'est pas anodin, il est de se dire, en 4 ans, ils veulent réduire leurs émissions de 20%. Et ce ratio de 5% par an, il est important parce que c'est la stratégie dont s'est dotée la France. La France a adopté une stratégie nationale bas carbone qui vise à réduire chaque année nos émissions de 5%. C'est assez ambitieux. Ça invite vraiment à devoir revoir assez fondamentalement certains modèles et à s'y engager assez fortement. Si on regarde en détail ce que ça peut donner, par exemple, pour notre entreprise fictive, eh ben, on imagine qu'en fait, faire de l'éco-conception a peut-être un gain global de 450 tonnes de CO2, les achats, un gain de 170 tonnes, et ainsi de suite. Logistique, énergie, déchets, toutes ces mesures, en fait, ont un impact concret sur les émissions de CO2. Et on imagine aussi que, par exemple, la fin de vie des produits, plutôt que de se dire, dans 30 ans, mon produit, il va probablement finir en déchetterie, en tout cas de s'en désintéresser, peut-être il y a quelque chose à inventer en se disant, peut-être que je vais mieux suivre, en fait, la vie de mes cuves chez l'ensemble de mes industriels, et peut-être que je vais les récupérer quand l'industriel décide de les changer, pourquoi pas, en fait, les remettre faire un rétrofit, les remettre en circulation. Et donc, plus l'entreprise s'engage en fait dans ces mesures-là et arrive à décarboner son modèle, plus elle va limiter l'emprise qu'ont les énergies fossiles en fait sur sa pérennité à long terme. Donc voilà, décarboner le modèle de l'entreprise, les prémunir au mieux de futures impositions réglementaires, au fil de l'eau en fait de ce que les gouvernements peuvent imposer sur les industriels, ils seront moins impactés. Et des répercussions qui peuvent être assez violentes en fait, d'un pétrole qui va se renchérir. Et puis autre aspect, la réflexion aussi de nos deux dirigeants, c'est de diversifier les marchés cibles.
parce qu'on voit qu'ils sont peut-être sur un marché qui est pas très stable ou qui perd en stabilité. Donc, ça va leur permettre de stabiliser leur propre activité et peut-être de se repositionner sur des secteurs qui sont davantage porteurs. En disant ça, on est vraiment à l'articulation entre atténuation et adaptation. Et du coup, Caroline, je vais te passer la main pour la suite. Merci Maxime. Je reprends la main et vous partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien? C'est bon Maxime? Oui. Super. Donc on va maintenant faire plus un focus sur le sujet de l'adaptation au changement climatique et peut-être de reprendre certains éléments voilà, de base et pour comprendre finalement quels sont les impacts liés au changement climatique. Alors certains en démarrage de webinaire ont pu mettre déjà des mots et finalement mettre en avant ces différents impacts climatiques. On le voit ici très clairement, le changement climatique, ça va être l'augmentation des températures avec des vagues de canicule qui vont s'intensifier, notamment en durée, et des températures attendues à plus 4 degrés d'ici 2100, des vagues de sécheresse ou à l'inverse d'inondations. Sur ce sujet-là de la quantité d'eau, c'est pas tant qu'il y aura plus d'eau ou moins d'eau à l'échelle d'une année, mais c'est plutôt que ça va être très concentré sur des périodes resserrées avec des périodes voilà, d'été où on va manquer d'eau et à l'inverse sur les périodes hivernales avec des pluies intenses qui peuvent créer de fortes inondations comme malheureusement on peut le vivre en ce moment, notamment voilà, dans nos départements parce que nous avons voilà, des sols aussi très imperméabilisés et de fortes pluies sur un temps très court. Bien entendu, il y a le sujet des pertes agricoles avec les cultures qui sont au premier plan impactées par ces changements climatiques, l'augmentation des feux de forêt avec des sols de plus en plus secs l'été, et puis des phénomènes aussi extrêmes de tempêtes de grêle, par exemple, ou de phénomènes assez importants de vent fort. Concrètement, quels sont les impacts sur les ressources? Vous en avez un certain nombre ici. Ça va être à la fois sur les infrastructures et les bâtiments, avec la détérioration de matériaux ou le fait que certains fonciers en zone inondable ou proches des côtes ne seront plus disponibles. La question de la ressource en eau et certains secteurs d'activité sont très dépendants de la ressource en eau. Donc ça pose et ça peut poser, il va poser des questions, notamment dans le cadre d'arrêtés sécheresse décrétés par la préfecture. Baisse des services écosystémiques avec tout ce que nous rend la nature sur la baisse de la biodiversité ou les impacts sur l'environnement, et puis bien sûr sur les populations avec des risques pour la santé et des risques sanitaires. Et puis, simplement, sans passer en revue tous ces éléments-là, mais c'est important de se rendre compte que finalement, tous les secteurs sont concernés par ce changement climatique et seront ou sont déjà impactés, que ce soit, encore une fois, sur l'urbanisme, sur le transport, avec le fait que les routes peuvent être coupées ou dégradées, comme les réseaux ferroviaires, par exemple, ou électriques. Les sujets de l'agriculture, on l'a dit, le tourisme aussi qui va devoir se transformer. Et concrètement, sur notre région, alors on vous a remis ici que deux risques, entre guillemets. Le premier à gauche, sur lequel je vais plus m'attarder, c'est le risque inondation. On voit ici en rouge les zones les plus sujettes à des risques forts inondations. Donc vous pouvez voir que voilà, autour de Danger et sur l'est du département, le long de la Loire, il y a une zone vraiment critique. On peut voir aussi que en Vendée, près de l'île de Noirmoutier et sur la côte, on a des risques importants, tout comme autour de Nantes, par exemple, ou autour du Mans. Ce qui est important de comprendre aussi au travers de ce graphique, c'est le nombre d'emplois aussi qui sont exposés, donc le nombre d'entreprises qui sont malheureusement à risque d'inondation ou de dommages matériels suite à ces inondations ou à ces crues. Et sur le volet risque de submersion, on voit voilà, que toute la Loire-Atlantique ou la Vendée, bien sûr, sont exposés aussi à ces risques-là.
Le changement climatique, c'est aussi des impacts directs sur l'économie. Et là, je vous ai remis un certain nombre d'articles et sans m'attarder dessus, c'est comprendre que, encore une fois, hein, les réseaux ferroviaires sont très impactés. Là, c'est l'année dernière, suite aux inondations à Redon, comment lancer un diagnostic complet sur la résistance, la robustesse de leurs installations, sur le fait que avec de fortes chaleurs et des pluies intenses, ça dope la végétation et donc c'est des coûts de maintenance et d'entretien supplémentaires pour la SNCF. Là, on a plutôt des questions de sécheresse avec euh, en 2022 une Loire complètement à sec et pour l'anecdote qui aurait pu être dramatique, hein, le fait que Nantes était à 2 jours de la rupture d'approvisionnement en eau de la ville. Donc la population aurait pu voilà, ne plus avoir de l'eau à son robinet. On n'en était pas loin. Donc ça peut aller jusque-là. Des tempêtes de grêle avec des entreprises quand elles sont touchées sur les toitures, sur les équipements qui ne peuvent plus travailler. Et puis j'ai remis voilà, les inondations actuelles. Alors là, avec une image plutôt en Maine-et-Loire et donc 77 communes qui sont aujourd'hui en état de catastrophe naturelle. Tout ça pour dire que ça crée des explosions de sinistres climatiques et un coût assurantiel qui explose, qui ont fait x2 entre les années 2000 à 2010 où on était autour de 3 milliards et sur les années 2020-2025 plutôt à 7 milliards et ça peut encore doubler d'ici 2050. Euh, alors concrètement, comment est-ce que vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez être concerné, impacté? Qu'est-ce que ça veut dire pour votre activité et pour votre chaîne de valeur? Et ben là, on a repris finalement l'ensemble des processus de l'activité d'une entreprise. Et en fait, on se rend compte que il peut y avoir des risques sur le volet de l'approvisionnement quand vous ne pouvez pas être livré ou que votre fournisseur peut lui-même être touché, par exemple. S'il va y avoir des questions de problématiques de stockage, si vous avez des matières qui sont plus ou moins sensibles à l'augmentation des températures, à l'hygrométrie ou tout simplement stocker à même le sol en cas de risque de précipitation et d'inondation, comment dans votre process, certains équipements aussi peuvent générer de la chaleur et donc subir des mises en défaut parce que l'augmentation des températures les met à mal et donc ça génère des arrêts de production, par exemple. Comment vos bâtiments, en termes de confort thermique et d'isolation, ça vient impacter aussi le travail de vos ressources humaines. Et je terminerai par finalement le capital voilà, le plus important dans l'entreprise, c'est comment aussi vos salariés sont impactés par notamment ces augmentations de température. Euh, et donc, comment construire une démarche d'adaptation une fois qu'on s'est dit tout ça, une fois qu'on comprend qu'en effet, il va y avoir des impacts du changement climatique, que notre activité peut être concernée, comment on démarque, par quoi on commence. Et finalement, voilà, ce schéma reprend les grandes étapes pour finalement construire sa démarche d'adaptation. Et en fait, tout commence par une analyse de vulnérabilité, savoir finalement à quoi on est soumis, quels sont les risques principaux par rapport à la fois à mon activité et à la localisation de mon site, parce que voilà, selon le type d'équipement que l'on a, selon là où est située l'entreprise, selon les fournisseurs que vous avez, selon le produit que vous fabriquez, vous n'avez pas les mêmes sensibilités. Et puis après, l'idée c'est de commencer à mettre en place des actions pour répondre à ces vulnérabilités. Et puis bien sûr, après c'est un processus itératif. Et donc si on revient à l'exemple de notre entreprise à qui on a pu faire ce diagnostic de vulnérabilité, finalement, ils se rendent compte que la perte d'étanchéité des joints et des cuves étaient liées à une dégradation donc prématurée de ces joints en caoutchouc. En fait, ces cuves, elles étaient entreposées dans un bâtiment peu isolé où historiquement il ne faisait pas plus de 35 degrés. Et puis en fait, de plus en plus, l'été, ils peuvent subir 2 à 3 semaines où en fait il y a une température ambiante dans le bâtiment qui est à plus de 40 degrés. Et donc très clairement, voilà, ça vient perturber les joints et donc la performance de la cuve. Et puis sur l'histoire de notre pont roulant qui pouvait être inopérant, eh ben, c'est aussi lié aux fortes températures avec un pont roulant qui est installé dans un bâtiment construit avec des charpentes métalliques. Et puis par ailleurs un bâtiment particulièrement long qui fait plus de 200 mètres et en fait un bâtiment qui n'a pas été conçu au départ pour pouvoir finalement
complètement et bien résister à cette dilatation en fait de l'acier par la chaleur et donc ça vient faire bouger en fait ça vient faire bouger le bâtiment et ça peut venir voilà, faire dysfonctionner le pont roulant. Euh, donc en fait, voilà, ce qui est intéressant, c'est que de dysfonctionnement, aller creuser sur l'impact de ces différents aléas permettent d'aider l'entreprise à y voir plus clair sur comment mettre en place des solutions adaptées par rapport à ça. Je te laisse, Maxime, faire le bilan de notre entreprise Cuvinox. Voilà, donc au bilan, en fait, en ayant traité ces deux sujets en parallèle, Cubinox a désormais une meilleure compréhension de sa dépendance aux énergies fossiles. Elle a embarqué l'entreprise vers un projet de décarbonation. Elle est aussi en train d'investir pour aller vers d'autres marchés qui sont plus stables. Ils ont compris le risque d'adaptation et ils ont résolu de façon pérenne en fait certaines difficultés internes qu'ils auraient traitées différemment s'ils n'avaient pas pris cette prise de recul. Un chiffre qu'on trouve intéressant qui est issu en fait de Tardigrade en fait, donc une organisation qui est spécialisée sur l'adaptation au changement climatique. 1 € investi dans l'adaptation, c'est 13 euros d'économiser. Ça fait un peu écho aussi à une slide précédente en fait, qui montrait l'impact sur le PIB en fait, à ne rien faire ou agir. On voit qu'en fait, voilà, même le rationnel financier nous dit qu'il faut aller dans l'action. Et on va passer la main. À Nicolas. Est-ce que Nicolas. son micro a pu être réactivé? Oui, je pense que c'est Ah, bon. super, super. Eh bien, merci Nicolas. On vous laisse tout de suite la parole pour nous présenter à la fois votre entreprise et puis comment est-ce que, voilà, notamment depuis quelques années, vous vous lancez vers le fait d'essayer de construire une industrie plus responsable, comme vous avez pu nous le partager. Et donc, quelles sont à la fois les mesures que vous pouvez mettre en place sur le volet de l'atténuation et puis également de l'adaptation. Donc, bonjour à toutes et tous. Je vais vous faire une petite présentation d'Apsel. Apsel a été créé en 2017. Et, il y a à peu près 20 personnes qui y travaillent, salariés ou personnes indépendantes. On travaille dans le secteur de la plasturgie et on est spécialiste de l'induction, du contre-collage. Donc ça, c'est l'assemblage de matières et puis de la découpe numérique de thermocompression pour façonner des pièces. Pour façonner des pièces. Nos secteurs d'activité sont assez diversifiés parce qu'on travaille pour le véhicule de loisirs, pour de l'isolation thermique ou acoustique, dans le secteur de bâtiment pour faire des toiles d'étanchéité, de l'industrie également pour de l'isolation d'appareils de petits appareils, ça peut être de l'électroménager ou alors des choses plus petites comme par exemple pour la santé, ça va être pour des respirateurs artificiels. Et également, on travaille pour l'industrie du luxe. Et là, ça va être plus des éléments de valises ou de sacs. Donc, pour faire soit les revêtements intérieurs, soit des pièces qui vont permettre de pouvoir former les sacs. Donc depuis 3 ans à peu près, il y a une volonté qui a été portée par la direction de faire une transition vers une industrie plus durable, comme le disait Caroline. Nous avons fait le choix de réaliser une transition d'un mode un peu start-up, puisque il n'y avait pas beaucoup de changements qui a été fait depuis la création, où ils étaient 4 ou 5 dans l'entreprise, vers une PME industrielle plus robuste, pour pouvoir anticiper justement toutes les problématiques qui peuvent apparaître et qui vont certainement apparaître à l'avenir. Euh, dans les choses qui ont été mises en place, il y a le tri des déchets. Il y a une action assez forte qui a été mise en place de ce côté-là. Donc, nous, on met un tri à la base de tous nos déchets. On a des bennes DIB, donc déchets industriels banals.
Donc ça, c'est ce qui va être, c'est ce qui peut pas être réemployé ou valorisé. Donc c'est de l'enfouissement, pour parler clairement. Une benne CSR, donc combustible solide de réutilisation. C'est ce qui va partir plutôt pour dans des chaufferies, notamment ce qui peut être dans des cimenteries euh, pour alimenter les fours. On trie, et on a un tri aussi au niveau des matières qui sont brutes, les cartons, les ferrailles, les films plastiques, les mandrins, parce qu'on utilise beaucoup de rouleaux, et puis également une toute petite partie pour les produits dangereux. Là, ça va être, c'est uniquement pour des produits de nettoyage. La difficulté qu'on a rencontrée dans ce tri, c'est que nous, on assemble des matières. Donc, notre cœur de métier, c'est de coller des matières entre elles. Et la difficulté, bah, c'est de séparer ces matières. On a essayé plusieurs options, les séparer, les broyer, etc. Mais les cols qui sont utilisés peuvent agglomérer les outils. Et ça a été plutôt un échec de ce côté-là. Ensuite, sur la priorisation de nos fournisseurs, on a priorisé des fournisseurs locaux. Là, bon, vous avez le détail. La plupart de nos fournisseurs sont soit dans le Maine-et-Loire, soit dans les départements limitrophes, donc Pays de la Loire ou Ille-et-Vilaine également. Les deux tiers de nos fournisseurs sont en Europe et sont en France, et la totalité de nos fournisseurs sont en Europe. Pour réduire notre impact, donc on a fait le choix de mutualiser certains transports quand c'était possible. Par exemple, on a un gros volume de watts, puisque donc notre notre cœur de métier, c'est l'isolation, vous l'avez compris. Donc c'est la watt qui sert à isoler thermiquement les véhicules de loisirs, vient partiellement de France et partiellement de Tchéquie. Et celle qui vient de Tchéquie, on profite d'une navette qui vient en France dans le Maine-et-Loire pour s'approvisionner à ce moment-là. Et c'est pas on n'utilise pas de la place dans les véhicules à la place d'autres palettes, puisque c'est des gros rouleaux mais qui sont très légers. On vient les poser sur des palettes. Et donc on est convenu avec le fournisseur qui nous approvisionne au fil de l'eau en fonction de la place qu'il y a dans les camions. Et puis nous, quand on expédie nos matières, dans la mesure du possible, quand on n'a pas de contraintes de délai, on utilise les navettes qui viennent enlever les matières avec le transporteur, quitte à attendre 2, 3 jours pour expédier, pour faire venir qu'un seul camion, plutôt que de faire venir tous les jours un camion prendre une palette. Avec certains clients, si on peut revenir juste sur le Oui, slide pardon, d'avant, excuse-moi. Ouais. on a mis en place des contenants navettes, donc des clients qui sont dans le Maine-et-Loire ou en Mayenne, pour des navettes soit quotidiennes, soit mensuelles, avec des contenants réutilisables pour éviter d'utiliser soit des palettes, soit des cartons supplémentaires et réduire les déchets euh, que peuvent générer les emballages. Bon. Euh, Concernant l'atténuation de notre impact également, il y a eu des solutions, des recherches de solutions de matériaux durables, parce que donc nous, malheureusement, étant dans le domaine de la plasturgie, euh, on va dire que quasiment 100% de nos matières viennent de la pétrochimie. Mais il y a quand même la volonté de faire enfin, de rechercher des matériaux plus durables. Donc, soit des matériaux naturels, comme du chanvre, du lin, ou alors des matériaux un peu plus originaux,
comme des jeans recyclés. Donc ça, c'est une demande qui avait été faite par un de nos clients qui est dans l'isolation de véhicules de loisirs pour remplacer donc la ouate de polyester par des jeans recyclés. L'avantage de ce matériau, c'est que c'est une ressource quasiment infinie de matériaux recyclés et que le fournisseur qui a été identifié, c'est un fournisseur qui est dans le Calvados, donc qui est pas très loin du Maine-et-Loire. Le bémol sur ce matériau-là, c'est un matériau qui est beaucoup plus lourd que la ouate de polyester. Et forcément, dans un véhicule, ça vient alourdir le véhicule. Donc, à l'utilisation, l'impact peut être une plus grosse consommation d'énergie pour déplacer le véhicule. Concernant les matériaux naturels, là aussi, il y a c'était étudié pour remplacer des matériaux à base de plastique sur le revêtement intérieur de valises pour l'industrie du luxe. Et là, on se heurte à deux problématiques qui sont le coût financier d'approvisionnement de ces matières-là et le poids qui est plus important, encore une fois, que les matériaux plastiques. Et pour des valises cabines, euh, les, 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 les fournisseurs enfin les vendeurs de valises recherchent vraiment au gramme près à alléger ces valises-là pour que les clients, au final, puissent prendre l'avion en ayant les valises les moins lourdes possibles. Bon, c'est pas forcément ce qui est souhaité, mais ça fait partie du cahier des charges. Et puis, je sais, j'ai identifié les cheveux. Alors, les cheveux, c'est pour intégrer ça dans des matériaux isolants, soit pour remplacer une partie des fibres polyester, et également ça a un intérêt répulsif pour les rongeurs, donc ça peut permettre d'entretenir plus longtemps les matériaux et les protéger et éviter d'avoir à les remplacer. Ensuite, dans les processus de production, dès le début, dès la création d'Apsel, les dirigeants quand ils ont recherché des solutions de production, ont mis en place, enfin, ont souhaité des solutions de production propres. Donc, toutes les colles qu'on utilise sont des colles sans solvant. Sont des colles EVA, donc des colles à base de matériaux naturels et des techniques de collage propres. Donc, il existe des techniques de collage qui viennent, ce qu'on appelle le flammage. On vient chauffer, quasiment brûler le plastique pour coller les matériaux dessus, que ce soit d'autres plastiques, des tissus, etc. Et forcément, ça dégage des fumées et puis des émissions très nocives. Et donc ça a été écarté dès le début pour avoir les solutions les plus propres possibles. Et puis, dès la création d'Apsel, on a adhéré à l'ADEC. Donc, je pense que tout le monde connaît, mais je rappelle que c'est l'Association pour le développement de l'économie circulaire et collaborative, qui est gérée par la Chambre de commerce et de l'industrie. Et puis, on partage certains de nos déchets sur Solution Partage. On a réussi à trouver quelques solutions de transfert avec des gens qui étaient intéressés par certaines de nos productions, soit que de chute de production, soit de contenants. Bon, ça reste assez ponctuel, mais à chaque fois qu'on réussit à échanger, c'est toujours une petite satisfaction.
Je vois Euh, le temps qui défile, Nicolas. On a encore quelques minutes, hein, mais pour laisser ok, aussi la place aux questions. Et puis, voilà, si, très bien. je- Eh ben, je vais accélérer. Donc, on a fait un diagnostic avec la CCI et ce qui a été identifié pour l'entreprise. Donc, c'est concernant les facteurs humains, c'est les vagues de chaleur. Donc là, j'ai rappelé les chiffres que la CCI nous a fournis et qui sont connus. Sur les facteurs matériels et physiques, c'est le voisinage d'un site Céveso. C'est un site de stockage, mais qui est un site de voisinage direct. Et sur les facteurs économiques, on a identifié que certains outils étaient sensibles, notamment aux épisodes de chaleur, et donc notamment un groupe froid. C'est un groupe qui va refroidir certaines de nos machines, puisque le froid rentre dans le processus de collage. Donc, pour la prise en compte des périodes de chaleur, on a mis en place depuis 3 ans déjà des horaires adaptés. Donc, les équipes commencent plus tôt, pardon, dans la journée pour terminer plus tôt, les pauses libres également tout au long de la journée. Donc on travaille par équipe, mais c'est pas comme dans l'automobile où chaque poste est dépendant du suivant ou du précédent. Là, les postes sont indépendants, donc c'est plus facile. Et puis mise en place d'équipements adaptés, des bermudas de sécurité, hein, des ventilateurs, des brumisateurs sur poste. Et puis également, on a une salle qui est climatisée, c'est celle-là où il y a le serveur. Et donc, bah, tout le monde y a accès en libre service en cas de très forte chaleur. On a mis en place également des Kanban avec plusieurs clients pour atténuer les risques de rupture, que ce soit des défaillances de fournisseurs, ou, liées à des restrictions de circulation, des pannes machines, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent être liées aux chaleurs ou aux intempéries. On a vu ces dernières semaines que bah, il y avait certaines routes qui étaient barrées, etc. Et ça pouvait on pouvait risquer des approvisionnements. Et donc, on a identifié, dans les risques qu'on a identifiés, donc nous, on a peu d'impact sur le phénomène de RGA, donc re- rétrécissement, gonflement des argiles, ça, retrait gonflement des argiles. Ouais. retrait gonflement des argiles. Et puis, on anticipe également, on a fait tout un travail sur le vieillissement des cols, parce que comme je l'ai dit, nous, on travaille sur l'isolation thermique des véhicules, et bah, à l'avenir, les véhicules vont être soumis à euh, des expositions plus longues et à des températures plus fortes, donc que tous les matériaux qui sont dans les véhicules puissent résister à ces vagues de chaleur plus intenses. Et nous avons également fait un audit en 2024 avec le S10, donc bah, les pompiers, pour identifier tous les risques qui pouvaient être liés aux incendies, que ce soit en interne ou en externe. Et donc, à la fin de 2025, on a fait l'évaluation et l'adaptation du diagnostic de vulnérabilité proposé par la CCI. Dans Pour les les derniers pistes, éléments. Ouais. voilà, dans les pistes qu'on a identifiées, donc c'est l'isolation thermique des bâtiments, hein, puisque c'est vraiment la chaleur qui est notre principal risque. Donc, dans ce qu'on a identifié, c'est le revêtement clair des toits. Là, il y a la possibilité de faire des économies et de chaleur d'énergie. La mise en place d'un système d'évacuation de machines, puisque nos machines
génère quand même beaucoup de chaleur. En hiver, c'est plutôt agréable parce que ça permet d'atténuer le chauffage des bâtiments. Par contre, en été, ça peut compliquer la vie des conducteurs de ligne dans les bâtiments. Donc là, on a une réflexion sur une évacuation vers l'extérieur de la chaleur générée par les machines. Et puis, c'est le groupe froid, donc c'est ce qui va générer du froid pour finaliser le processus de collage de nos machines. Et donc là, l'année dernière, on a été obligé de bricoler un auvent au mois de juin quand il y a eu des fortes chaleurs. Et là, c'est comment mettre une installation un peu plus durable et euh, de, pour, euh, pour créer un auvent. Et donc, on avait même imaginé un auvent végétalisé pour éviter que ce groupe froid qui est nécessairement en extérieur soit en plein soleil. Ouais, ce qui est intéressant là pour rebondir sur le groupe froid, c'est qu'il est exposé plein sud et en effet peu protégé aujourd'hui. Donc en Ouais, termes de vulnérabilité, c'est vraiment ça. C'est à la fois l'exposition et puis le fait que bah, il soit soumis vraiment au rayonnement solaire. Et vous nous aviez indiqué que vous avez été en arrêt de production, voilà, parce que ça vous est arrivé une fois, je crois, l'année dernière pendant l'été. Donc ouais. très concrètement, voilà, c'est ça aussi les effets, c'est que suite à voilà, soit dimensionnement peut-être du groupe froid et ou en tout cas exposition fortement exposée au rayonnement solaire, bah, des effets directs sur la production et là en l'occurrence un arrêt de production. Euh, Bon. merci beaucoup Nicolas pour ce beau témoignage. Je trouve que ce qui est intéressant, hein, ce qu'on constate, c'est que même en étant entre guillemets, une entreprise de petite taille, parce que vous êtes voilà 20 salariés, il y a déjà une certaine maturité, il y a déjà des initiatives qui sont lancées et une prise de conscience de vos impacts. Donc voilà, merci pour ce témoignage qui, je trouve, voilà, laisse enfin, montre que on peut commencer à se questionner, on peut agir et essayer de se développer différemment, de façon moins impactante, même en ayant voilà, des moyens moins importants peut-être que de grands groupes. Maxime, je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat. Je vois qu'il est déjà midi une. Est-ce qu'on prend une ou deux questions? Est-ce que... Oui, il y a quelques questions. Il y en a deux en fait sur le témoignage de Nicolas. Il y en a une, je pense qu'on a la réponse, c'est que la question c'était est-ce que c'était un diable 360? Non, c'est une évaluation qui a été faite qui a permis d'identifier en fait les vulnérabilités. Enfin, il faut me corriger en fait si je me Ouais. trompe. Oui, c'est Oui, ça. Et il y avait une question sur, je comprends il y a un changement de rotation de navette. La question c'est de savoir est-ce que c'est le même fournisseur en fait qui a accepté de revoir en fait sa façon de faire ou est-ce qu'il a fallu changer de fournisseur, pas de non, transport. non, non, c'est le même fournisseur. D'accord. Ah ouais. En fait, c'est votre client qui est en charge c'est ça, du transport, et donc c'est comme c'est un client régulier et à proximité, c'est ça, Alors, hein, je crois. ça, c'est sur les navettes, oui, avec les contenants réutilisables. Là, je Oui, pense que c'est plus sur la navette qui vient de Tchéquie, euh, d'après ce que je comprends, parce que c'est concernant le fournisseur. Mais donc là, on n'a pas changé de fournisseur. Le fournisseur qui venait livrer une autre entreprise à côté pardon, a profité de la navette où il y avait des palettes avec des produits un peu plus robustes pour nous livrer. Au lieu de nous livrer un camion complet, il nous livre 3, 4, 10 rouleaux selon la place qu'il a dans cette navette-là. ok, super. Voilà. Et je vais juste répondre il y a une remarque en fait sur le calcul d'empreinte carbone. En fait, la remarque c'est de dire que c'est effectivement un investissement pour avoir une image correcte et fiable. Pour dire que oui, effectivement, ça demande un petit investissement en fait pour aller réussir à trouver les données et la fiabilité. Effectivement, il y a une part d'erreur en fait qui fait partie inhérente de la méthodologie. Je prenais l'exemple de notre entreprise fictive de 150 tonnes d'inox qui sont achetées. Le facteur d'émission associé, c'est un facteur moyen, ce qui fait que la donnée en tant que telle, elle n'est pas hyper fiable en fonction de vos sources d'approvisionnement. Mais par contre, ça peut faire partie aussi des actions qu'on prend pour réussir à affiner
en fait ces chiffres-là, ces valeurs, éventuellement en interrogeant en fait ces fournisseurs. Et puis c'est un investissement, c'est vrai, mais comme on disait au démarrage, 100% des organisations vont devoir faire face à ces risques-là. Donc voilà, c'est un peu partie du jeu d'investir pour investir du temps et de l'énergie pour éviter ce risque-là. On va peut-être, il est déjà 12h03 et plusieurs personnes qui nous quittent. Donc, comment est-ce que la CCI peut vous accompagner sur ces transitions? Donc, si je parle du volet, moi, adaptation, il y a 2 regards qu'on peut porter. Atténuation. Atténuation, pardon. C'est bien, Les les 2 deux regards sont qu'on porte principalement, le regard chaîne de valeur, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'entreprise. La première chose que vous pouvez faire, et on vous communique en fait le lien plus bas, c'est de faire un flash diag carbone. C'est un petit autodiagnostic gratuit. C'est vraiment le premier pas en fait sur le sujet carbone. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est l'éval carbone simplifié, qui est porté par la CCI et subventionné par l'ADEME. C'est rigoureusement en fait la même méthode qu'un bilan carbone. On l'appelle méthode simplifiée parce qu'on passe un peu moins de temps sur la sensibilisation, un peu moins de temps sur la définition du plan d'action, mais le cœur en fait du calcul, il est 100% conforme en fait à ce qui se fait pour un calcul d'empreinte carbone. Et donc c'est largement subventionné puisque pour les entreprises de moins de 20 salariés, en fait, il n'y a pas de reste à charge. C'est entièrement pris en charge. Le deuxième regard qu'on peut porter sur l'atténuation, c'est notamment de faire de l'éco-conception, de parler du produit, de faire de l'éco-conception. Donc, idem, il y a un flash diag qui existe. Et après, la façon dont on peut vous accompagner, c'est de prendre une demi-journée avec vous pour commencer à appréhender avec vous en fait la démarche, comment elle pourrait s'appliquer en fait sur un nouveau produit, commencer à être sensibilisé à ces sujets-là. Zéro reste à charge sur cet accompagnement. Et on a un autre programme en fait, c'est éco-produire. Pour le coup, c'est un peu plus engageant. C'est 15 mois en fait où un consultant en fait spécialisé en éco-conception va vous accompagner à la fois pour éco-concevoir un produit de votre gamme et également pour former en fait quelqu'un dans votre entreprise. Il y a une promo qui démarre le 21 mai cette année et une seconde promo qui démarre le 29 septembre, si je fais pas erreur. Voilà, sur les volets atténuation principalement. Et sur le volet adaptation, Nicolas en a un peu parlé, mais voilà, pour vous aider à passer à l'action, on a aussi un flash diag. Et puis, c'est l'éval adaptation après, où on vient, pareil, sur une demi-journée, on fait le point avec vous sur votre vulnérabilité face aux aléas climatiques. On passe en revue vraiment l'ensemble de votre chaîne de valeur, l'ensemble des aléas, et ça permet vraiment de faire remonter un certain nombre de vulnérabilités et d'expositions. Et puis, bien sûr, il y a un rapport qui est remis avec des préconisations d'action dans un temps 2. Et puis, on peut aussi vous accompagner après à pérenniser, soit pour aider à mettre en œuvre et à construire ce plan d'adaptation. Et puis, on a une formation aussi le 28 mai sur une journée pour vraiment voilà, rentrer plus à même dans ce qu'est l'adaptation, ses fondamentaux, et puis comment on met en pratique concrètement pour construire sa trajectoire d'adaptation. Donc, on a un certain nombre de flash diag si vous voulez flasher le QR code, mais sinon, on vous remettra les liens. Et puis, notre prochain webinaire sur les sujets de transition écologique sera sur l'eau le 2 avril 2026. Et puis, un petit focus pour vous dire qu'on a, voilà, pour ceux qui seraient intéressés, soit sur le volet pour se référencer, soit pour trouver des fournisseurs de l'économie circulaire, mais on a un outil de sourcing qui s'appelle CCI Business, qui est un annuaire en ligne qui permet de référencer voilà, l'ensemble des acteurs de l'économie circulaire à l'échelle des Pays de la Loire. On a déjà 100 entreprises référencées. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a l'adresse mail de notre collègue qui pilote cette communauté ou pour aller vous inscrire directement. On vous enverra de toute façon la présentation. Ce qu'on voudrait simplement pour terminer, c'est vous proposer une ou deux questions également pour voilà, savoir un petit peu ce que vous avez retenu aussi du webinaire. Pour ceux qui sont encore avec nous, voilà, savoir parmi tout ce qu'on s'est dit, laquelle pour vous de ces affirmations est fausse dans ces trois phrases. Ça fait écho notamment à des éléments que j'ai pu indiquer moi lorsque je suis intervenue.
Voilà. Merci pour ceux qui ont pu répondre. Je vais laisser encore un petit peu de temps. Une dizaine de réponses. Ouais, alors, je vois beaucoup de réponses sur la première réponse. L'atténuation, c'est vraiment limiter les émissions, ce qui est la cause. Et l'adaptation, c'est vraiment les conséquences de ce réchauffement climatique. Donc, je vois que les réponses sont... Elles sont plutôt justes. C'est bien la première qui est fausse, en tout cas. Pour ceux qui veulent nous répondre aussi de savoir quel est votre niveau de satisfaction de ce webinaire, est-ce que vous avez trouvé que c'était bien séquencé? Et puis, la dernière, ça nous intéresse aussi de savoir si tout cela vous a donné l'envie de passer à l'action, avec ou sans la CCI, mais voilà, est-ce que ça vous a permis de clarifier des choses, de comprendre aussi des enjeux et ce qui est intéressant, voilà, comme on pouvait vous le dire, en tant qu'acteur de la CCI, on va vraiment vous aider à mettre une première brique et à vous lancer dans ces sujets, soit de bilan carbone, soit de diagnostic de vulnérabilité. Donc, si vous êtes prêt, après, ça peut aussi ne pas être le bon moment, n'hésitez pas à nous l'indiquer aussi si vous ne savez pas encore si soit il y a la bande passante, soit la capacité A. Ça nous permettra aussi éventuellement de vous recontacter plus facilement. Voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. En tout cas, merci à toutes et tous pour votre attention. On espère que ça vous a éclairé. Maxime, je te laisse le mot de la fin. Merci aussi, bien entendu, à Nicolas pour son témoignage, qui rend toujours plus concret aussi ce qu'on peut partager de façon plus théorique. Donc, merci beaucoup, Nicolas, pour votre intervention. Maxime, je te laisse le mot de la fin. Oui, idem, grand merci Nicolas pour le témoignage et puis grand merci à tous les participants pour les questions et les interactions dans le Pulse. Et puis n'hésitez pas à prendre contact avec le conseiller de votre département en fait si vous souhaitez commencer à regarder un petit peu ces sujets-là avec eux, ils vous répondront avec plaisir. Merci énormément et puis un bon appétit. Merci à toutes et tous. Au revoir. Au revoir.